Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice, Evelyne Ferron, bonjour! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un épisode spécial, un hors-série, si vous voulez. Et je sais pas pour toi, Evelyne, mais moi, je suis très excitée de cet épisode-là. Oui, parce qu'on n'a jamais la chance de parler de ça, même en radio. Donc, c'est notre petit cadeau après une première saison. Avant qu'on se lance dans notre deuxième. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un bel épisode spécial à faire. Oui, c'est vraiment un épisode qui nous fait plaisir. C'est ça! C'est un épisode très égoïste. Non, ça va s'appeler Evelyne et Gabrielle se font plaisir, mais imaginez pas trop de choses. C'est un titre quand même long, là. On va brainstormer là-dessus, on vous reviendra. Donc oui, aujourd'hui un épisode qui nous fait plaisir et on espère que vous allez l'aimer également. Donc on va parler de livres, on va parler de nos romans coup de cœur en lien avec l'histoire, toujours. Parce que Evelyne et moi, on est de très grandes lectrices. Donc aujourd'hui, on va appeler ça du divertissement historique, c'est correct? J'aime bien l'appellation. Comment tu veux qu'on fonctionne? Parce que moi, je t'avoue que hier soir, j'ai eu énormément de fun à repasser dans ma bibliothèque, à ressortir des livres, à même me rappeler des romans que j'avais oubliés, que là, j'ai ressorti en me disant « Hey, ça, me semble, je vais là. » C'est ça, j'aurais envie de relire ça. Ouais, il y en a plusieurs. Evelyne, je te propose de partir le bal. De quel livre t'as envie de nous parler en premier? Un de mes romans préférés, qui est un roman historique qui s'est inscrit dans les classiques de la littérature et de l'histoire. Donc, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la totale, mais ça reste pour moi un livre qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'était de la littérature, mais en même temps qui m'a montré qu'un roman historique, ça peut être le fun. Alors, j'étais quand même assez jeune. Et donc, on y va avec Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je ne pouvais pas passer outre parce qu'il fait partie quand même de mon top de romans pas historiques. Pour moi, c'est mon gros classique avec certains livres de Lucie Maud Montgomery. Mais ce qui est intéressant avec Les Trois Mousquetaires, c'est qu'Alexandre Dumas a écrit ça à une époque où le règne de Louis XIV était passé. Là. Je veux dire, on est rendu au 19e siècle et il se passe plein de chambardements en France à l'époque de Dumas. Dumas va vivre tellement de choses à son époque au 19e siècle avec Victor Hugo. Mais il se lance dans cette aventure avec des collaborateurs de faire des feuillets, en fait, parce que ça passait dans des journaux au départ, qui va être l'histoire des fameux Trois Mousquetaires. Donc, il se base sur la garde royale qui étaient les mousquetaires qui a vraiment existé. Il a une fascination pour le règne de Louis XIV qui a mené, en fait, au problème de la Révolution française plus tard et à tout ce que les gens sont en train de vivre encore dans le Paris du 19e siècle. Donc, pour lui, le règne de Louis XIV, c'est une belle façon, tu sais, de situer ça. En fait, Louis XIII et Louis XIV, il va jouer sur les deux. Donc, Louis XIII, le cardinal de Richelieu aussi, qui a toujours été un personnage qui en a fait un méchant. Hein? Voilà! C'est vraiment Alexandre Dumas qui en a fait un méchant. Ouais, et c'est ça qui est intéressant parce que quand tu t'intéresses à l'histoire, après que tu regardes ce que Richelieu a fait, d'ailleurs son nom est partout ici au Québec, c'est pas pour rien, là, je veux dire, c'était vraiment lui qui était supposé gérer la Nouvelle-France mais à distance, Champlain le faisait pour lui. C'est quand même tout un personnage qui justement va connaître cette transition quand même assez importante entre Louis XIII, Louis XIV, Richelieu, cardinal Mazarin, il y a plein de personnages importants à cette époque-là, et il y a Anne d'Autriche qui devient mère régente. Donc Dumas a comme pris tout ça, là. Louis XIII, gay luron qui a mis du temps à donner un fils à sa pauvre épouse, et un cardinal qui emmène très large, trop large quand on lit Alexandre Dumas, et après ça, ça se poursuit là, parce qu'il y a 20 ans après, tu sais, je veux dire, il y a le vicomte de Bragelonne, donc ça va, il y a une suite, mais ça reste que le premier tome, Les Trois Mousquetaires, c'est le meilleur. Et donc Dumas s'est inspiré de tout ça. C'est pour ça que je vous raconte tous ces personnages, c'est que Dumas a pris tout ça puis il s'est dit, je vais faire un roman de cap et d'épée, un roman d'aventure. Et le 19e siècle, c'est l'ère des romans. C'est plus l'Angleterre qui arrive vraiment avec le roman tel qu'on le conçoit, surtout avec le style gothique. Mais là, Dumas lui amène justement le roman d'aventure, mais campé dans l'histoire, parce que ça faisait déjà à peu près 150 ans là, que tous ces événements-là avaient eu lieu, dépendant de ce à quoi il fait référence, c'est que c'était déjà vieux. Donc, on a un roman historique, mais qui a tellement marqué l'imaginaire qu'il a marqué l'histoire et est devenu un classique aussi. Et la langue. C'est sûr qu'au début, il faut s'habituer, puis il y a des mots de vocabulaire, vous allez peut-être, quand on est plus jeune, on est comme, tu sais, moi, il fallait que je cherche. Huguenot, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu
tu sais. Puis c'est sûr qu'en le lisant plus vieux, ben là, tu sais, ce vocabulaire-là fait peut-être moins mal. Mais je veux dire, je pense que je me suis améliorée en français au secondaire en lisant Les Trois Mousquetaires, indéniablement. Et tu viens d'employer indéniablement, en plus. Mot que j'utilise toujours. En fait, oui. Moi, j'étais comme, mon Dieu, ce beau vocabulaire. Et Radio-Canada sort de ce corps. Ou prof à l'université, avec les deux. Les Trois Mousquetaires, il y a la langue, mais il y a aussi que D'Artagnan est un personnage terriblement attachant qui a vraiment existé. Un jour, au pire, on fera justement un topo mousquetaire, D'Artagnan, etc. Mais t'as raison, le cardinal de Richelieu, on se plaît à le détester là-dedans. Là, vraiment, il en a fait vraiment un coquin personnage. Et une Anne d'Autriche qui m'a beaucoup marquée. Moi, je vais t'avouer que ce sont les personnages de femmes aussi dans Les Trois Mousquetaires qui, j'ai toujours trouvé des tonnes des romans, surtout de cette époque-là, parce que les femmes font des choses incroyables, elles sont puissantes. Anne d'Autriche est une reine régente qui doit tramer un petit peu dans l'ombre, mais t'as quand même aussi Milady qui est la méchante. Oh mon Dieu, qu'elle est virile, mais quand tu découvres son histoire vers la fin, ben là, tu commences à te dire, ah, pauvre femme, tu sais, je comprends peut-être pourquoi elle a décidé de sombrer dans la criminalité, puis là, tu pleures avec Athos, qui est comme le meilleur des mousquetaires, c'est mon préféré, tu sais, il y a tout ça, là. T'as quand même aussi Constance qui est une femme beaucoup plus, fiez-vous pas au film de merde qui a existé, là, que ce soit celui que j'avais quand même aimé à l'époque, moi j'aime beaucoup Oliver Platt qui faisait Porthos, le très vieux film des années 90 avec la toune de Bryan Adams, All for Love, classique des années 90, il y en a eu d'autres par la suite où le personnage de Constance est un peu massacré, tu sais, par rapport au vrai roman. Je veux pas vous vendre le punch, mais mettons que on a souvent rendu très romantique au cinéma, alors que dans le roman, oui, il y a une histoire d'amour, mais ben, cette femme-là, elle a une histoire qui est beaucoup plus sombre que ce que le cinéma a essayé de représenter. Donc, on a 3 femmes là qui sont... Mais au cinéma, Constance est comme toujours effacée, c'est toujours la pauvre douce dulcinée qui doit comme attendre D'Artagnan, puis qui est juste... Et c'est tellement pas ce qu'elle fait. Ben non, elle a des intrigues à fond la caisse, elle a un mari épouvantable, elle est mariée au début, et ça se termine assez tragiquement, en fait, pour Constance dans Les Trois Mousquetaires. Chose qu'on dirait qu'au cinéma, on s'est dit, oh non, on peut pas faire ça aux gens, mais on massacre l'œuvre à chaque fois. Donc, en mettant Constance effacée, en faisant tout ça, puis en donnant le poids à la méchante qui est Milady, mais elles sont égales, je trouve, dans Les Trois Mousquetaires. Donc, Anne d'Autriche, qui joue dans les coulisses, qui se montre en cachette et qui va donner sa bague ou sa main à baiser à D'Artagnan, mais il la voit pas vraiment à travers. Tu sais, on a une mise en scène, parce que Dumas a commencé avec le théâtre, donc il y a vraiment toute une mise en scène avec Les Trois Mousquetaires. Et voilà, c'est juste pour moi du bon bord. Je pense que c'est un des romans qui m'a donné le goût d'étudier en histoire, qui m'a donné le goût de fouiller sur l'histoire, mais qui m'a montré la beauté de la langue française dans un style d'aventure et non pas de la littérature lourde. Il joue, c'est ça, sur tout ça, fait que c'est... Voilà, pour moi, ça reste l'éveil à plein de choses, Les Trois Mousquetaires. Mais oui, Dumas, moi aussi, grande fan. D'ailleurs, je vais rajouter à la liste La Reine Margot et Le Comte de Monte-Cristo, évidemment, qui sont, selon moi, la Sainte Trinité de Dumas, là. Très personnellement, j'ai beaucoup aimé. Puis pour te relancer un peu sur, justement, l'époque de la reine Anne d'Autriche, Louis XIV et tout, je vais y aller, mais là, c'est beaucoup plus léger, là. C'est vraiment on dirait que je sais où ça va. Mais avec un fond historique tout de même. Moi, c'est parce que, tu sais, toi, tu disais c'est avec Les Trois Mousquetaires que ça t'a un peu fait découvrir la littérature. Moi, ce qui m'a ouvert à la littérature que je vais mettre entre très gros guillemets, mais historique, si on veut, c'est Juliette Benzoni. Je savais que t'allais là! Qui est une historienne de formation. Là, avant toute chose, Juliette Benzoni, elle est historienne et elle s'est tournée après, vers les romans. Puis moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est que justement, un peu comme Alexandre Dumas, il y a la réalité autour et elle insère là-dedans une fausse histoire. Ce qui est le fun, c'est que t'as comme de la misère à départager le vrai du faux. Tu te dis, ah mais peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être pas. Évidemment, c'est romancé, on s'en doute. Des théories qui sont
des fois reprises, mais moi, la première trilogie que j'ai lue, c'est de Juliette Benzoni qui s'appelle Secret d'État, où justement, ça chevauche le règne de Louis XIII et Louis XIV. Encore une fois, tous les personnages que tu as nommés sont présents là-dedans. Donc, on a Anne d'Autriche, on a Mazarin, on a Richelieu, et on a aussi le duc de Beaufort, qui était un personnage, ma foi, flamboyant. Donc, tout ça, Juliette Benzoni. Moi, c'est vraiment avec ça que je suis rentrée. Et Juliette Benzoni, bon, elle en a écrit un puis un autre, là. Ils sont pas tous bons, c'est comme la Christian Jacques de l'Égypte. Ouais. J'avoue que j'en ai lu à peu près une vingtaine d'elles. Il y en a desquels j'ai énormément embarqué. Par exemple, Secret d'État, je l'ai lu à peu près 14 fois. Mais il y en a d'autres que je suis comme, oh, j'embarque un peu moins. C'est trop romancé, rendu là. Puis tu sais, reste que quand on lit beaucoup, il y a un petit pattern, là. C'est toujours une belle jeune femme déterminée des années 1600. Tu sais, un moment donné, on fait le tour. Mais si les romans vous font, je veux pas dire peur, là, mais tu sais, des fois, ça peut être intimidant d'avoir une brique de 350 pages. Mais Juliette Benzoni fait aussi des recueils. Donc, elle prend une thématique et elle l'exploite, chaque chapitre étant une histoire. Une de mes préférées, ça s'appelle, je crois, Reines tragiques. Donc, c'est toutes des reines qui ont connu un destin tragique, soit parce qu'elles ont été excommuniées, parce qu'elles ont été exécutées, parce que le pouvoir a été renversé, donc elles ont fini en prison, parce qu'elles ont eu, je sais pas, un mariage malheureux ou des trucs comme ça. Ça s'étend sur plusieurs époques. Évidemment, ça y est romancé aussi, mais ça peut vous permettre, tu sais, si vous cherchez une époque ou si vous cherchez un personnage historique que vous aimez, mais ça, ce que j'aime, c'est que ça fait découvrir plein d'époques puis plein de milieux qu'on connaît pas nécessairement. Tu sais, il y en a plein, là. Il y a Reines tragiques, il y a Elles ont aimé, je pense, qui sont comme toutes des histoires d'amour à travers le temps. Fait que ça, c'est super cute. Il y a Les Reines du Faubourg aussi, qui sont toutes des femmes de basse extradition qui ont connu des destins incroyables. Donc, tu sais, c'est très varié. Je pense que je vais y aller un peu dans la même... sans rester dans les mêmes époques, mais avec un roman qui a fini par être porté à l'écran de belle façon, mais qui ne rend pas justice au roman. C'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, qui est partie de cette œuvre tout à fait fabuleuse de Johannes Vermeer, qui est cette jeune fille dans le noir, ce qui est très rare, avec cette luminosité, parce que Vermeer, c'est la lumière en art qui illumine cette perle. Et oui, il y a eu un film avec Scarlett Johansson dans le rôle titre, et quand même Colin Firth en Vermeer, c'est quand même pas négligeable. Colin Firth aux cheveux longs, qui interprète Vermeer. Il y avait, oui, il y a quand même un petit oomph qui s'est ajouté à ce moment-là. Le film est bien, mais il ne réussit pas à aller chercher la complexité de ce roman-là. Donc, si jamais vous dites, j'ai aimé le film, moyen, peut-être que vous allez dire, wow, j'ai aimé le livre, par contre. Donc, je vous conseille très fortement d'aller relire ce roman qui n'est pas très long, mais c'est avec ça qu'elle s'est fait connaître. Parce que après ça, elle va essayer aussi La Dame à la licorne, qui est une des tapisseries médiévales, les plus connues. Oui. Elle en fait beaucoup, mais c'est celui où elle s'est démarquée de par son originalité. Comme on ne connaît rien, enfin, on ne sait pas le nom de cette fille-là sur le tableau, on ne sait pas grand-chose. Et même de la vie de Vermeer, des fois, il y a quand même des trous aussi. Dans sa vie. Elle a essayé d'imaginer, mais c'est qui cette jeune fille-là et comment elle s'est retrouvée à être peinte par Johannes Vermeer et comment ça s'est retrouvé dans diverses collections. Le tableau a une histoire en soi aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de la manière qu'elle campe les Amsterdam, les Pays-Bas à l'époque de Vermeer, ville commerciale, tu sais, avec des classes sociales très déterminées, définies, où c'est difficile en fait d'avoir une mobilité sociale. Sauf qu'on voit vraiment le côté l'artiste qui a la chance d'avoir des mécènes qui l'aident à vivre quand même très bien, mais qui est toujours un petit peu sur la corde raide financièrement, et les gens des bouchers et tout ça. C'est aussi avec Cillian Murphy, qui est quand même, si vous écoutez Peaky Blinders, c'est dans ses premiers rôles, je crois, à l'écran. C'est un tout jeune Cillian Murphy qui est très bon là-dedans. Il se démarque énormément, du côté du film, mais le roman, c'est ça. Le film a réussi à montrer un peu tout ça, mais le roman, pourtant, on a vraiment l'impression qu'on se promène
promène dans les dédales, chez les bouchers, quand elle va faire les courses pour la famille et tout ça, parce que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a imaginé une servante, en fait, qui va entrer au service de la famille de Vermeer pour qu'il puisse peindre, et finalement, elle va en venir à l'aider à mélanger les couleurs, etc. Il y a comme une pas relation trop grande, mais il y a quelque chose, en plus, je dirais une complicité qui va s'établir entre un Vermeer beaucoup plus âgé et cette jeune fille qui deviendra la jeune fille à la perle. Mais c'est ça, le roman surpasse largement le film. Le film est quand même très beau visuellement, mais c'est la manière qu'elle décrit les rues, la manière dont elle décrit les odeurs aussi, tout ça, c'est vraiment très bien fait, et ce n'est pas très long. Donc ça, c'est un de mes gros coups de cœur en termes de roman historique. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. OK, moi j'en reviens encore avec le règne de Louis XIV. Mais en fait, c'est pour plugger deux autrices que j'aime énormément, qui sont encore une fois là, des historiennes qui se sont tournées vers les romans. Mon petit bémol, ce serait que je commencerais pas avec ça, mettons. Tu sais, parce que c'est quand même, je veux pas dire ardu, mais si t'as pas déjà une petite base en arrière, c'est facile de se perdre, compte tenu que c'est quand même des histoires très complexes. Donc, c'est Simone Berthière et Catherine Hermany-Vieille, qui sont deux personnes séparées, là, c'est pas juste un très long nom. Et Simone Berthière, elle a écrit plusieurs séries de livres qui s'intéressent entre autres les reines de France au temps des Bourbons, les reines de France au temps des Valois. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, tu sais, on parlait de femmes tantôt, c'est que justement, ça retrace l'histoire en passant par le destin des femmes. Donc, on suit vraiment leur histoire à elles pour voir qu'est-ce qui se passait tout autour. Simone Berthière a écrit la série sur les reines de France au temps des Valois, au temps des Bourbons. Catherine Hermany-Vieille, elle a écrit un super roman aussi sur Jeanne de Castille, qui était connue comme étant la reine folle, qui traînait le cadavre de son mari dans ses déplacements, ça s'appelle Philippe le Beau. Et devait plus être rendu bien beau rendu là, on va se le dire. Mais là, écoute, on revient à un personnage qui revient souvent dans ta vie, à Charles Quint aussi là-dedans, là. Voilà, excuse. Et voilà, Charles Quint et non pas Charles Quinn. Voilà. Mon fabuleux Charles Quint. Donc, elle a écrit, c'est ça, Un amour fou. Elle a aussi écrit un roman sur la marquise de Brinvilliers qui s'appelle La marquise des ombres, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui savent pas, la marquise de Brinvilliers, c'est on va dire une tueuse en série de l'époque. Ouais, on pourrait lui donner ce titre-là. Je crois que oui, aujourd'hui, s'il y avait une forme de profilage psychologique, peut-être, ouais. Ben oui, parce qu'elle utilisait ce qui, à l'époque, s'appelait de la poudre de succession. Donc, du poison, tout simplement, pour tuer les hommes de son entourage afin d'hériter, ce qui est une technique comme une autre, en fait, pour devenir riche. Et évidemment, elle s'est fait arrêter, elle vivait une grande histoire d'amour, elle avait des complices, c'était une marquise aussi. Et si je me trompe pas, c'est elle qui était un petit peu l'étincelle de l'affaire des poisons. Ça, encore une fois, c'est parce que j'ai pas lu ton roman, je sais pas comment elle le lit, mais c'est sûr que l'affaire des poisons, celle qui a été vraiment inculpée, elle, c'était pas la marquise, par contre. C'était une espèce de bonne femme des bas quartiers. Lavoisin. Oui, Madame Lavoisin, mais ça, on pourrait en faire un épisode. Oh, ça, j'aimerais ça! On va laisser le suspense, parce qu'il y a quelque chose de vraiment tripant à voir comment, à l'époque de Louis XIV, à un moment donné, il y a vraiment une saga judiciaire autour de ces empoisonnements-là, qui, oui, vont en venir à cibler Lavoisin comme étant la responsable, alors qu'on se rend compte que le réseau existait depuis un certain temps et qu'il y avait justement des gens de la haute qui étaient mêlés à ça, et ta marquise n'en est qu'une parmi d'autres, là. Fait que on pourra s'amuser avec Lavoisin dans nos prochains épisodes. Voilà, donc ce sera mes deux recommandations. Simone Berthière, pour ceux qui ont déjà une petite base solide, et Catherine Hermany-Vieille aussi, qui est super intéressante. Puis ils ont écrit, je me souviens plus laquelle, là, mais tu sais, sur la guerre... la guerre des roses. Là, si tu parles de ça, je vais m'en aller tout de suite là. Parce que s'il existe une série de romans historiques que je n'ai pas fini, il me reste le dernier à lire, ça, faut
être un peu féru en histoire, faut avoir des connaissances de base parce que sinon, vous allez vous perdre très rapidement. Mais si l'époque d'Henri VIII, l'époque des Tudors vous intéresse, si justement, quand Henri VIII devient une espèce de tyran qui va mener à la mort d'Anne Boleyn, qui va mener à la mort de Thomas More, c'est Wolf Hall de Hilary Mantel qui essaie de voir comment Cromwell va naviguer pour essayer de sauver le royaume d'Angleterre tout en essayant de répondre aux demandes d'un roi qui est de plus en plus cinglé, de plus en plus exigeant, qui est Henri VIII. Donc, on est dans des grosses coulisses politiques internationales qui mélangent autant la religion, comment c'est en train de tout changer avec Henri VIII qui décide de mettre fin à ses liens avec la papauté, puis de saisir les terres des monastères et tout ça, puis au nom d'un divorce. Mais bon, tout ce qui vient autour de ça, comment on en vient à vouloir faire accuser Anne Boleyn d'inceste, tu sais, je veux dire, le tableau est énorme, mais si vous aimez la politique à l'époque des Tudors et que vous voulez un roman historique dont la recherche historique est d'une finesse quand même assez exceptionnelle. Il a gagné beaucoup de prix d'ailleurs, Hilary Mantel avec tout ça. Wolf Hall, qui vraiment vaut la peine. Mais ça, ce sont des briques, je tiens à le dire, très épaisses. Et on n'est pas dans la grosse romance. On est plus dans l'intrigue politique, l'intrigue de cour. Et c'est sûr que les personnages masculins l'emportent un peu sur le féminin ici, mais parce qu'à l'époque, ce sont eux qui s'occupent de la politique davantage. Et c'est sûr que ça montre en fait comment le règne d'Henri VIII, du point de vue de la politique interne, l'instabilité d'Henri VIII grandissante au fil des années, qu'est-ce que ça a provoqué pour ceux qui devaient continuer à aider à gérer le royaume aussi. Donc, c'est très bien fait. C'est costaud. C'est ça. Il y a le roman facile à lire pour s'initier au roman historique et il y a celui pour quelqu'un qui aime ça puis qui est prêt à plonger et qui aime la politique. Vous aimez la politique historique, vous allez voir Hilary Mantel. Mais c'est ça. Ça, c'est le genre de lecture qu'on lit l'été parce qu'il faut avoir du temps. Puis si c'est le genre de roman que vous dites, ah ben je vais lire des pages de temps en temps, vous allez perdre le fil puis vous serez pas capable de le suivre. Fait qu'il faut avoir un certain moment pour pouvoir vraiment plonger dedans, là, pour garder votre concentration parce que ça demande un effort intellectuel quand même. Mais là, tu vois, tu parles de livres qui sont costauds. Moi, je vais y aller avec un peu plus léger. Ben, c'est pas léger, en fait, mais c'est plus facile à lire, du moins c'est plus accessible. Et c'est la série des Rois maudits. J'étais sûre qu'il y en a une de nous deux qui allait la sortir. Bon, je biffe de ma liste. Elle est inévitable, cette série-là. C'est bon, c'est bien écrit, c'est facile à comprendre, c'est accessible. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a plusieurs classes sociales. Donc, il y a évidemment, le roi Philippe le Bel, ses descendants, puis tout le jeu d'alliance. Mais il y a aussi, tu sais, quand on pense au comte d'Artois, c'est comme des magouilleurs, mais de haut niveau, qui ont leurs propres intérêts à cœur, qui se fichent un peu du royaume, mais qui essayent de gouverner quand même. Tu sais, le conflit d'Artois, Mao, le comte d'Artois et Mao, c'est le puis tu sais, Mao d'Artois qui se trouve à être une pièce de femme qui prend sa place, qui est père du royaume, qui est vraiment, moi je l'aimais, Mao, là, mon Dieu que je l'aimais. Ouais, c'est un beau personnage. Puis inversement, il y a aussi l'aspect des Lombards, tu sais, avec Giovanni qui tombe en amour avec une femme de la noblesse désargentée, et là, qu'est-ce que ça implique? On s'aime, mais on peut pas, mais on veut y aller, mais nos familles sont contre. En tout cas, fait qu'il y a vraiment tout ça. Et Les Rois maudits, c'est 6 livres, mais lisez pas le 7e. Le 7e est pas bon. Mais ce qui est intéressant, Druon, c'est sûr qu'il était sur ma liste aussi. Avec Les Rois maudits, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, le côté... on montre, comme tu disais, les différentes classes sociales, mais on comprend mieux un peu comment le roi est quand même un peu assujetti ou tributaire de qui il place dans ses seigneuries. Et donc, l'importance de la noblesse aussi pour se maintenir au pouvoir ou perdre le pouvoir, et donc toutes les intrigues qui existent. C'est que ça, je trouve que c'est vraiment bien mis en évidence dans Les Rois maudits. Ouais, vraiment. Puis je trouve qu'il a bien su donner une personnalité à chaque personne. Tu sais, il y en a qui sont vraiment des pions, il y en a qui sont malicieux, il y en a qui sont intelligents. Les hommes d'église sont malicieux. Tu sais. C'est ça, c'était ça en évidence. T'as tout l'aspect argent, comment on peut contrôler, mais t'as tout l'aspect aussi religieux quand il faut élire un pape, comment ça fonctionne. Ils sont pas tellement pieux, là. C'est vraiment, encore une fois, l'argent qui est le nerf de la guerre. Oh non, Maurice Druon. All-in Maurice Druon!
Ouais, non, il était un peu inévitable, je pense, dans Vraiment. la liste qu'on a là. Si tu restes dans le Moyen-Âge, il y a quand même, bon, elle en a fait des bons, elle en a fait des moins bons, mais là où elle avait fait quelque chose d'intéressant, avec un peu une histoire lesbienne à travers, ce qui était, quand le livre est sorti assez rare pour un roman historique, c'est Mireille Calmel avec Le lit d'Aliénor. Je l'ai lu aussi, mais Mireille Calmel, parce que moi j'avais lu Lady Pirate aussi, qui est la vie excessivement romancée de Mary, je veux dire Mary Read, mais je suis pas sûre à 100%. Qui avait embarqué avec Anne Bonny et Rackham le Rouge. J'ai pas lu Lady Pirate parce que c'est ça. Il y a des fois, je regardais les descriptions de ces autres romans, j'ai fait mais le lit d'Aliénor, je lui donnais quand même une place intéressante pour avoir essayé quand même d'expliquer le rôle central, encore une fois, d'un duché dans la politique, à une époque qui est pas facile à comprendre, qui est quand même le Moyen-Âge, et comment justement un duché de France peut changer les relations entre la France et l'Angleterre. Donc, je trouvais que là-dessus, il y avait quelque chose de très, très intéressant. C'est sûr que là, il y a de la magie, puis il y a plein d'affaires qui arrivent là-dedans. Reste que pour essayer de vulgariser quand même assez bien ces joutes-là et de comprendre pourquoi quand Aliénor va finalement être répudiée par son époux français, que Louis l'accuse d'inceste avec son oncle, finalement elle s'en va avec Henri Plantagenet et elle porte son duché en Angleterre, et là c'est là que les couronnes commencent à se mélanger et que ça va créer un joyeux bordel dans la politique française et anglaise. Je trouvais que là-dessus elle avait quand même réussi à bien l'illustrer à travers les intrigues. Donc, c'est pour ça que je l'avais quand même mis dans la liste, parce que reste que son style d'écriture est accessible. Oui, tout à fait. Elle est l'inverse d'Hilary Mantel, qui faut avoir une base en histoire pour la lire et vraiment embarquer. Ici, vous en avez pas besoin. Vous allez comme même peut-être faire « Ah, ok, je comprends ». Les autres romans qu'elle a écrits, j'avoue qu'il y en a un qui est sous mes tablettes depuis longtemps, j'y ai pas touché. Mais celui-là, je trouvais que pour le côté de la vulgarisation d'une époque assez charnière dans l'histoire de la France et de l'Angleterre, c'était quand même réussi. Ouais, mais puis tu vois, moi-même, j'ai lu quelques séries d'elle. Lady Pirate, Le lit d'Aliénor, et puis il y en a un autre troisième que j'oublie, mais c'est somme toute divertissant. Tu sais, j'ai eu d'agréables moments en les lisant, puis je suis pas comme « faites pas ça ». Tu sais, non, c'est vraiment à découvrir. Puis encore une fois, quand on parle d'accessibilité, là, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Je vais y aller en nous changeant complètement d'époque. Yeah. J'ai envie de nous pousser vers la Deuxième Guerre mondiale avec un roman que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Seul dans Berlin et là, pardonnez mon allemand, là, mais il s'appelle Hans Fallada. Je sais pas s'il faut que je le prononce avec un accent différent, mais Hans Fallada, Seul dans Berlin. J'ai adoré ce roman-là parce que c'est pas une Deuxième Guerre mondiale sanglante. Okay. On suit plusieurs personnages, évidemment, mais entre autres un couple qui, eux, sont des Allemands, habitent Berlin, mais ne sont pas impliqués d'un bord ou de l'autre. Ils veulent simplement continuer à vivre leur vie dans l'Europe en guerre. Et là, souhaitent résister, savent pas trop comment s'y prendre. Ce que je trouve souvent, c'est que c'est très violent, c'est très sanglant, c'est très lourd à porter, tandis que ce roman-là, oui, évidemment, là, il y a des moments touchants, il y a des moments qui sont plus tristes, mais ça montre, somme toute, une tentative de vie. Ça montre des gens ordinaires. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur mot, c'est des gens ordinaires qui vivent la Deuxième Guerre mondiale en essayant de rester ordinaires puis en découvrant le maximum de ce qu'ils peuvent faire en tant qu'individus. Donc, voilà. C'est Seul dans Berlin de Hans Fallada. Je suis chronologiquement, je trouve ça le fun, mais autant le film, j'ai trouvé correct, autant encore une fois, c'est le roman que je trouve qui se démarque énormément. C'est The Book Thief, La voleuse de livres, de Marcus Zusak. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Ça, j'avoue, tu sais, oui, on a Sophie Nellis qui l'incarnait à l'écran et tout ça, mais encore une fois, le roman va bien au-delà de ce qu'on a réussi à montrer à l'écran, mais tu sais, de démontrer comment on arrivait à endoctriner les jeunes garçons dans les jeunesses hitlériennes, comment on en venait à déshumaniser les Juifs et justement empêcher la lecture de ce qui pourrait détourner de cette espèce de lavage de cerveau qu'on était en train de faire avec une génération de futurs soldats qui allaient porter finalement la guerre d'Adolf Hitler, parce que c'est un peu ça. La voleuse de livres, ça reste, je te dirais, aussi encore une fois, tu vois le quotidien des gens là-dedans. On n'est vraiment pas on voit pas ce qui se passe dans les hautes sphères de la politique. On voit pas trop Hitler manœuvrer, on voit les conséquences des décisions d'Hitler, on voit les conséquences
conséquences de ce que peut faire vivre la Gestapo quand elle arrive et que elle cogne à une porte, puis que là, tu sais, comme, tu sais, le cœur t'arrête quasiment juste à lire dans le roman, tu sais. C'est vraiment très bien fait, c'est pas pour rien qu'on en a fait un film, mais encore une fois, on comprend beaucoup mieux la Deuxième Guerre mondiale du point de vue des enfants allemands en lisant ce roman-là qu'en voyant le film. Donc, il y a vraiment quand même une bonne... ça joue beaucoup, c'est très psychologique aussi, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, les pauvres enfants, tu sais, on vit ça avec eux, on vit aussi cette importance de vouloir lire, même si c'est des livres qui sont bannis, parce que c'est un peu ça, là, il y a la question des livres qui sont à l'index maintenant dans cette société hitlérienne, on peut l'appeler comme ça. Honnêtement, si vous dites, encore une fois, j'ai aimé le film, le livre va vous faire aimer cette histoire-là davantage. C'est vraiment très, très bien fait, là. Moi, j'avoue que j'ai trouvé que l'écriture était fine. On n'essayait pas de faire de personnes des monstres ou des victimes, mais on essayait de montrer comment les gens naviguaient dans cette espèce de climat de peur aussi, des intellectuels d'un côté, les gens qui d'un autre avaient tellement subi une dépression après la Première Guerre mondiale et l'humiliation des Allemands qui étaient peut-être plus enclins à embarquer là-dedans aussi. Fait qu'on voit un peu tout ça, puis on le voit du point de vue des enfants, donc il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Je vais continuer, en fait, avec la Deuxième Guerre mondiale, toujours, avec ton préféré, Ken Follett. Ah! Je me disais, quand est-ce qu'il va arriver? Lui, il est pas sorti encore. Non, mais Ken Follett, là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mon premier contact avec Ken Follett, ça n'a pas été Les Piliers de la Terre, même si Les Piliers de la Terre est très bon et que j'ai adoré ça. Moi, mon livre coup de cœur de Ken Follett, c'est Le Réseau Corneille, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la Résistance, et la Résistance doit aller faire sauter là, un truc nazi en France, évidemment. Et là, ce qu'ils font, c'est que des hommes, ça va trop se faire remarquer. Donc, ils recrutent des femmes et ils envoient des femmes de la Résistance aller faire exploser un truc nazi. Bon, je vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé ça parce que, de un, encore une fois, des femmes fortes, des femmes qui vont à la guerre, des femmes qui ont pas peur, qui ont pas froid aux yeux, et le tout, sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça aussi, ça reste un contexte très intéressant. La Gestapo, encore une fois. Les services secrets britanniques, la résistance française, comment on réussit de passer d'un pays à l'autre, comment on organise un truc de résistance, tous les codes qui étaient mis en place pour savoir qui est avec toi, qui est contre toi, à qui on peut faire confiance, mais qu'est-ce qui arrive quand un espion infiltre un truc de résistance. Donc, c'est vraiment tout ça. Fait que ça reste un peu de l'aventure, mais sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Donc, le réseau Corneille, et après ça, vous lisez Les Piliers de la Terre, puis après ça, vous voyez si vous l'aimez, Ken Follett, ou non. Ah, mon Dieu, ça, je l'ai pas lu, mais j'avoue que tu m'intrigues. Et moi, je vais aller ailleurs pour te parler de Gilbert Sinoué, qui est aussi un auteur qui écrit beaucoup de romans historiques de différentes natures, mais qui c'est beaucoup, on s'est concentré sur l'Égypte du 19e siècle, de Méhémet Ali, quand l'Égypte, bon, on est dans tout le débat autour de la construction du canal de Suez, les intrigues politiques qu'il va y avoir autour de ça. Donc, c'est pas l'Égypte des pharaons du tout, c'est l'Égypte, en fait, qui essaie de se construire, de se moderniser au contact de l'Europe d'une certaine façon, avec un sultan de l'Empire ottoman qui est plus indépendant et qui arrive comme à faire de l'Égypte peut-être c'est ça, qui veut moderniser l'Égypte. Mais Méhémet Ali, c'est lui qui est responsable d'avoir enlevé le calcaire là, sur le revêtement calcaire des pyramides pour faire son palais. Mais quand même, on joue pas que là-dessus. Donc, ça s'appelle La fille du Nil, où tu vois justement les familles égyptiennes on voit le quotidien des paysans égyptiens, en fait, dans cette époque très particulière de la modernisation de l'Égypte, qui est comme un peu coincée dans les rivalités internationales, dans le contexte de la construction du canal de Suez. Alors, c'est honnêtement très, très bien fait. On embarque là-dedans, t'as des personnages féminins très, très forts, mais encore une fois, c'est de voir comment le quotidien des paysans va être bouleversé par des décisions qui se prennent, même pas en Égypte, mais qui vont se prendre en France, en Angleterre, pour des raisons commerciales, des raisons capitalistes à une époque de pleine révolution industrielle, et on veut ce passage plus rapide qui va être le canal de Suez, et comment un sultan va essayer, tant bien que mal,
de protéger l'Égypte, je te dirais, dans tout ça, mais pas toujours. Il prend aussi des mauvaises décisions et chaque décision a des impacts aussi sur la paysannerie. Donc, Gilbert Sinoué, La fille du Nil, ça montre un volet de l'Égypte qu'on voit pas souvent dans les romans historiques et ça vaut vraiment la peine. C'est en langue française, c'est très très bien écrit, c'est pas une traduction. Donc, ça, je te dirais que ça vaut vraiment le détour, là. Je l'ai mis sur ma liste, mais dis-moi donc, t'as même pas parlé de Shogun? Je m'en allais là, ben oui! Ah, c'est ça! Écoute, Netflix, on pourrait faire 3 épisodes là, sur les romans historiques. Oui. Shogun, oui, OK, de James Clavell, que t'as lu à ma suggestion, qui, je te dirais, côté structure, côté compréhension d'une époque, partir de personnages qui ont vraiment existé, mais dont on a changé les noms, c'est solide. C'est sûr que Shogun, ça montre ces Britanniques qui sont arrivés par accident, en fait, au Japon, et comment un homme en est venu à être le bras droit de par ses connaissances, entre autres en navigation et du point de vue militaire, de celui qui, dans la vraie vie, dans le roman, c'est le seigneur Toranaga, mais dans la vraie vie, c'est Tokugawa Ieyasu qui va devenir le premier grand shogun de l'ère moderne là, du Japon. Donc, celui qui, un peu après, sous l'empereur, gère finalement le Japon. Et comment cet homme-là essaie d'acquérir le pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la vie des samouraïs, on voit la vie des daimyos, qui sont ces seigneurs, justement, qui sont un peu l'équivalent des seigneurs dans les royaumes médiévaux, comment ça fonctionne, cette politique-là, ces alliances-là. On voit comment les ninjas se cachent un peu là-dedans. On a vraiment ce contexte historique-là, mais on le voit des yeux d'un homme qui a connu une Angleterre qui est sale, qui est pas très propre, tu sais, qui réalise que, bon Dieu, ben la propreté, prendre des bains à tous les jours, finalement, je suis pas malade. En fait, c'est la US, je pense que je suis en meilleure santé, parce que des fois, il se rappelle sa femme qui a laissé en Angleterre, puis qui se lave jamais, tu sais, puis qui porte des gros jupons lourds, puis il voit les Japonais qui prennent des bains, qui nettoient les jardins, et il entre en contact avec le monde des femmes aussi. C'est ça qui est intéressant, parce que ce sont les femmes qui vont en prendre soin au début. On voit en fait la liberté sexuelle des Japonais qui est vraiment bien évoquée là-dedans et qui est réelle. On est vraiment proche de la réalité là-dedans, où le godemiché existe sans aucun tabou en fait, parce que la santé sexuelle fait partie de la santé globale. À l'époque, c'est super bien, je trouve, mis en contexte. C'est le choc du Britannique qui voit cette société japonaise avec justement cette espèce de liberté sexuelle. T'aimes coucher avec des hommes, ben écoute, on va te fournir un homme, c'est pas plus grave que ça, c'est juste du sexe, tu sais, il y a comme quelque chose d'assez fabuleux là-dedans, mais il y a toute la stratégie militaire aussi du seigneur Toranaga, comment il va réaliser que le mode de vie à la japonaise est peut-être plus intéressant pour lui que finalement la vie qu'il avait en Angleterre. Il y a quelque chose là-dedans, et on voit aussi la différence entre les samouraïs hommes et les femmes samouraïs, où on a quand même un personnage fort intéressant, où on présente aussi, bon, c'est quoi la réalité, les 2 types de suicides pour les samouraïs, pour le code d'honneur. Donc, je vous dirais, Shogun de James Clavell, c'est une épopée. On entre là-dedans, puis on se dit, oh mon Dieu, je finirai jamais ce livre-là, il est ben trop gros, c'est ben trop lourd, puis finalement, je sais pas pour toi, mais ça passe, ça passe très vite, puis on se dit, wow, je suis rendue à moitié, wow, oh mon Dieu, non, ça va pas se finir, parce qu'à la fin, tu te dis, oh mon Dieu, j'en aurais pris encore. C'est un coup de chapeau. Moi, je trouve que Shogun, pour la qualité de la recherche historique aussi, la manière dont il décrit même l'intérieur des châteaux, comment les serviteurs vont fonctionner avec les daimyos, c'est vraiment très bien fait et étonnamment accessible. Mais moi, je me souviens, ce que j'avais beaucoup aimé, ce qui m'avait impressionné, c'est tout le respect et l'éthique. Oui. Il faut faire ça de telle façon, même si on est des ennemis, on se salue, il y a tel rituel, il y a tel truc, c'est très... ça décrit super bien. Oui, vraiment. Puis moi, je vais relancer, en fait, si vous avez lu Shogun puis que vous avez aimé ça, ou si vous souhaitez encore plus y aller là, dans le Japon, je sais pas si c'est médiéval qu'il faut dire, mais le Japon d'avant, entre guillemets, il y a 2 livres de, encore une fois, désolée pour ma prononciation, là, Eiji Yoshikawa, qui s'appelle La pierre et le sabre et la parfaite lumière. On suit l'histoire d'un, justement, un Japonais qui est un paysan qui a été appelé à combattre dans telle armée qui a été défaite. Fait que là, sa réputation parce que l'armée a été défaite, et là, il est pas fiable, et là, il prend une nouvelle identité et il cherche la voie du sabre, et il souhaite atteindre, en fait, la perfection du samouraï, du combattant et tout. Donc, c'est vraiment son périple à travers le Japon pour devenir une meilleure personne
personne, un meilleur humain. Ça s'explique pas vraiment parce que c'est une quête autant spirituelle que physique. J'ai de la misère à le décrire, j'ai l'impression que je le rends pas bien, mais la pierre et le sabre est la parfaite lumière si vous aimez tout ce qui touche au samouraï, l'art de l'épée, le Japon de l'époque. C'est vraiment un roman délicieux. Moi, je vais aller dans la grande littérature, si tu me permets. Je crois qu'on achève, mais je tenais à le mentionner parce qu'on connaît cette très grande dame de l'Académie des lettres qui est Marguerite Yourcenar, qui, oui, a fait Mémoire d'Adrien, de l'empereur Adrien, qui est mon empereur préféré. Pourtant, du point de vue roman historique, Mémoire d'Adrien, dans la structure et tout ça, j'ai de la difficulté à le classer vraiment comme roman historique. Mais elle a fait un roman historique sur, justement, tout ce qui s'appelle l'Inquisition. Comment on brûlait les livres, comment l'Église allait contre la science, notamment, bon, on est en Belgique, alors c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. On voit pas souvent Belgique dans les romans. Ça s'appelle L'œuvre au noir, donc de Marguerite Yourcenar, qui nous plonge dans la vie d'un médecin qui, justement, bon, réalise que le savoir scientifique, la transmission de l'écrit à l'époque de l'imprimerie, c'est important et qui va voir son combat perpétuel contre l'Église qui cherche à cacher puis à brûler les livres, qui apporte justement un savoir qui aide les gens à se sortir d'un certain obscurantisme. Il voit que cette lutte-là, elle est presque perdue, là, elle est très, très difficile. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'œuvre au noir aussi. Ce sont des œuvres qui sont gardées secrètes, qui se passent de main en main, qui s'échangent d'un cheval à l'autre. Faut pas que les gens sachent que ces écrits-là circulent, parce que si l'Église est au courant, l'Inquisition va nous courir après, puis ça va être brûlé, mais les gens qui sont responsables de ça vont brûler aussi, à une époque où pourtant, il y a eu des avancées aussi du point de vue de la médecine et qu'on essaie d'aider les gens à réaliser que non, c'est pas vrai que prier va régler tous nos problèmes. La médecine peut aussi nous aider. Cette fameuse médecine. À aller plus loin. Donc, c'est dans une langue. Écoutez, Marguerite Yourcenar écrivait d'une manière... elle jouait avec les mots d'une facilité. Je veux dire, je l'admire tellement, cette femme. Mon Dieu, que j'aurais aimé la rencontrer. Ça va améliorer votre vocabulaire, encore une fois, sans que vous vous en rendiez compte. Puis là, vous allez vous mettre à utiliser plein de beaux mots ou plein de belles syntaxes, finalement. Mais en même temps, c'est que ça montre la difficulté pour la science d'exister quand l'imprimerie est arrivée. Il y avait des connaissances, mais elles avaient de la difficulté à se transmettre, à être acceptées de la population aussi, parce qu'il y avait cette lutte constante contre l'obscurantisme religieux. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ça se passe un peu partout en Europe, mais le cœur de l'histoire se passe du côté de la Belgique. Donc ça, il y a quelque chose d'assez rare, je dirais, en littérature aussi, de ce côté-là. Ouais. Là, on parle ici d'un roman qui a gagné énormément de prix aussi. Là, on parle de littérature de haut niveau, mais qui reste un roman historique. Alors, je vais y aller avec Serge Bouchard, qui est décédé récemment, mais qui a écrit beaucoup de livres. Mes deux préférés étant Elles ont fait l'Amérique et Ils ont couru l'Amérique. Donc, un livre s'intéresse évidemment aux femmes dans la Nouvelle-France et aussi dans l'Amérique tout court, là. C'est ces femmes qui ont aidé à défricher l'Ouest canadien, qui ont aidé à faire la cartographie aussi aux États-Unis, dans le Sud. Ils ont couru l'Amérique, évidemment. On parle de coureurs des bois. Donc moi, Serge Bouchard, là, c'est accessible, c'est intéressant. Sinon, un autre qui, pour moi, a été un méga gros coup de cœur, et ça se lit, là, en une soirée, vous allez l'avoir fini. Il y a 2 tomes qui s'appellent Sans faire d'histoire, et le deuxième s'appelle Sans faire plus d'histoire. Et c'est tous des moments marquants dans l'histoire du Québec qui sont complètement tombés dans l'oubli. Mais c'est un roman. C'est pas un roman, non. C'est absolument pas un roman. Là, je sais même pas pourquoi j'ai hésité. C'est vraiment pas un roman, mais ça se lit tellement bien, puis c'est tellement intéressant. Le pont de Québec, que quand il a été construit, il s'est effondré, il y a eu des décès, mais ça, qui sait ça en ce moment? Pas tant de monde. Le recyclage, quand est-ce que c'est arrivé au Québec? Qui a mis ça sur pied? C'est plein de petits éléments comme ça qui nous ont aidés à devenir ce qu'on est aujourd'hui, mais qui sont totalement
tombé dans l'oubli. Donc, sans faire d'histoire et sans faire plus d'histoire, c'est québécois et c'est vraiment super bon. Je vais finir avec 2 Québécois, moi aussi, pour confirmer. D'abord que je vais jouer différemment, parce que moi, je pensais qu'on était vraiment dans les romans. Fait que je suis restée dans cette optique-là. Mais, étonnamment, même s'il y a eu il y a quand même un film avec Jean Colavero qui a été fait là-dessus, mais Le Survenant de Geneviève Guévremont, si vous êtes allé peut-être en littérature au cégep, ça se peut qu'on vous l'ait imposé, ça reste un super bon roman historique. Honnêtement, là, tu sais, arrêtez-vous pas au fait que, c'est recommandé à l'école, je lirai pas ça. Ça fait partie des romans très intéressants qu'on a eu avec un ton historique qui était bien fait. Il y a un bel équilibre aussi là, dans les relations entre les personnages qui nous montrent en fait la vie campagnarde aussi dans notre Québec lointain. Donc moi, ça reste un de mes classiques d'ailleurs dans ce que j'appelle les romans historiques québécois. Et mention spéciale. Mention spéciale à une autrice de Trois-Rivières, trifluvienne, qui s'appelle Diane Lacombe, qui a sorti il y a quand même longtemps, mais je pense qu'elle en a écrit d'autres depuis, une petite série de 3 tomes, un peu inspirée par Outlander de Diana Gabaldon. Donc on s'en va dans l'Écosse médiévale, mais il n'y a pas de voyage dans le temps. On est vraiment juste dans l'Écosse médiévale. Tu sais, il faut le dire, c'est très populaire, l'Écosse médiévale dans les romans historiques. Il y a beaucoup de monde qui font ça maintenant. C'est une grosse tendance depuis longtemps, mais elle avait fait ça, ça remonte là, quand même, je dirais ça doit faire au moins 10 ans. Et le premier s'appelait, en fait la série, c'est la série de Malègue, mais elle a pris ça s'appelle La Châtelaine de Malègue, et donc c'est vraiment en français, c'est une autrice de Trois-Rivières, et honnêtement, si vous aimez justement l'Écosse médiévale, le changement entre les langues, mais une châtelaine, une femme forte qui va être pognée pour épouser un homme un peu plus rustre, et là on n'est pas avec un Jamie Fraser, on est avec vraiment l'Écossais chiant. Peu plus dans sa façon de gérer les choses, mais que vous voulez vous laisser porter par une petite romance qui est quand même mignonne à travers tout ça. Honnêtement, chapeau à Diane Lacombe pour ça, parce que quand j'avais lu ça, j'avais été agréablement surprise. Quelqu'un qui a eu un intérêt pour Outlander, qui dit « Oh mon Dieu, la série finale à la télé, j'ai lu tous les romans de Diana Gabaldon. On n'est pas dans les voyages dans le temps, mais on est vraiment situé en Écosse médiévale, bien avant l'époque de Jamie Fraser. Et c'est très bien fait. Donc, étonnamment, on voit qu'il y a quand même un bon souci de la recherche, même du point de vue du vocabulaire, il y a un lexique là-dedans, il y a plein de choses, fait que quand même, voilà, c'était ma salutation à Diane Lacombe. Il reste des livres sur nos listes respectives, mais on va se garder pour une prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle, en fait, on vous encourage à vous procurer les livres qui vous ont inspiré via les libraires. C'est vraiment pas qu'ils nous commanditent, c'est juste qu'on essaye d'encourager les commerçants et les librairies d'ici. Donc, allez-y sur les libraires, vous allez pouvoir trouver tout ce dont on vous a parlé. Et on est curieuse aussi de vous entendre si vous avez des recommandations de livres historiques. Je sens qu'on va crouler sous les listes! Il va falloir qu'on lâche nos jobs, qu'on se mette à lire à temps plein. Si jamais il y a des livres aussi dans nos recommandations que vous avez lus ou que vous allez lire, ben on est curieuse. Est-ce qu'on a fait des bonnes recommandations? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, avez parlé de The Historian d'Elisabeth Kostova après que j'en ai parlé pour les vampires, et je vois qu'il y en a qui avaient dit je le laissais traîner sur mes tablettes et j'avais pas osé le lire, et il y en a qui ont décidé d'y retourner. Alors n'hésitez pas, on aime ça entendre ça. Vraiment! Evelyne, merci beaucoup! Hey, mon gros plaisir, on vient de jaser de romans historiques, il n'y a rien de plus le fun que ça. Merci à vous de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt pour la saison 2 d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. On concocte ça! Oui! Bye! Bye!